Nous avons une information de dernière minute sur la guerre entre les États-Unis et l'Iran. La marine américaine vient d'annoncer qu'elle va reprendre l'accompagnement des navires à travers le détroit d'Ormuz. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un véritable escortement ou simplement d'une assistance à la navigation. Certains indices laissent penser qu'il pourrait bien y avoir des escortes réelles sur place. Selon le communiqué, les États-Unis ont relancé le projet Freedom, une ancienne initiative américaine visant à guider les navires dans ce couloir maritime stratégique. Un responsable a précisé que la marine prévoit d'aider une douzaine de bâtiments, dont des superpétroliers et des porte-conteneurs, à traverser ces voies navigables. Tout ça arrive alors qu'on est censé être dans les dernières étapes d'un accord négocié. Le président Trump a dit ce week-end qu'on en était à 95% du chemin. Et là, tout à coup, on essaie de relancer le projet Freedom, qui concerne le camp iranien. On est pourtant très loin d'un accord. Donc on va essayer de comprendre ce que tout ça veut dire. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir avec nous le colonel Douglas McGregor, de retour dans l'émission. Analyste en défense et en politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la Défense et vétéran de combat hautement décoré. Doug, tu es toujours le bienvenu ici. Mais alors, quelle entrée en matière, hein? Eh bien, vous savez, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit vraiment, ce que c'est en réalité par rapport à ce qu'on pense que c'est. Soyons clairs. Est-ce qu'on se contente de donner des instructions par radio à des navires qui ont déjà payé le péage et qui quittent le détroit avec l'autorisation des Iraniens? Il me semble que c'est tout à fait possible, notamment pour ce super pétrolier grec. On n'en sait rien. Je veux dire, ils transportent 2 millions de barils de brut. Très bien. Ils disent qu'ils vont être escortés par les États-Unis. Mais en réalité, le terme utilisé, c'est plutôt guidé, accompagné, pendant qu'ils traversent la zone maritime au large des côtes omanaises. Ce qui veut dire que le navire est déjà sorti du détroit. Donc en fait, on n'escorte personne à travers le détroit. On se contente d'envoyer des instructions radio à des navires qui ont déjà traversé le détroit. Alors, c'est bien de ça qu'on parle. Si c'est le cas, franchement, c'est pas un grand exploit. En gros, on dit, très bien, on va vous guider une fois que vous êtes sorti du détroit. Merci beaucoup pour votre coopération. Peut-être que c'est une façon de voir les choses. Mais d'un autre côté, si on dit au monde entier qu'on va maintenant entrer dans le détroit, qu'on va signaler directement à différents navires qui passent ensuite, et qu'on va avancer avec eux derrière nous, ce qui normalement veut dire escorte, eh bien dans ce cas, j'imagine qu'on relance la guerre, parce que je suis sûr que les Iraniens couleront les navires. Alors c'est quoi au juste? Tu as une idée, Dan? Moi je ne sais pas laquelle de ces versions est la bonne. C'est littéralement en train de tomber, juste avant qu'on prenne l'antenne. Et le petit extrait qu'on vous a montré, tiré du Wall Street Journal, c'est tout ce qui a été publié pour l'instant. Ça sort complètement de nulle part. Personne, dans l'administration, n'en a parlé depuis au moins une semaine. Et là, tout à coup, on nous balance ça à tous, un mardi matin. C'est quand même assez curieux. Mais tu vois, Doug, pour moi, c'est encore une preuve de cette manière incroyablement décousue, presque improvisée, dont on gère toute cette guerre, les négociations et tout le reste. Le président Trump a dit, je crois que c'était dimanche ou lundi, qu'on était à 95% d'un accord. C'est comme si tout était presque terminé. Il ne restait plus qu'un petit détail. Et là, tout à coup, il dit, au fait, hier soir, toute la poussière nucléaire doit nous être remise immédiatement. Pas de poussière, pas d'argent débloqué. Vous voyez le genre. Et maintenant, ce projet Freedom va être relancé ici. Pendant ce temps, on essaie d'obtenir des négociations. Je vais vous dire, je vais vous montrer ce qu'ont déclaré le secrétaire d'État Rubio et la partie iranienne dans un instant.
Mais franchement, comment suivre tout ça? On a l'impression que quelqu'un lance des fléchettes sur un mur pour voir où ça tombe. Eh bien, je crois que je commence à développer une forme aiguë de schizophrénie, ce qui finalement est utile parce que c'est la seule façon de suivre Donald Trump. Il se tord dans tous les sens, comme un bretzel, puis il saute dans une boîte, la referme derrière lui, et comme par magie, il vous dit qu'il a résolu le problème et que la paix éclate partout. Vous savez, je pense que beaucoup de gens ont compris que ce que cet homme fait de mieux, et il faut lui reconnaître ça, c'est manipuler les marchés. C'est ce qu'il fait. Quant à obtenir quoi que ce soit avec l'Iran à ce stade, je ne vois absolument aucune preuve de ça. Et vous savez, j'ai dit qu'on allait regarder ce que les marchés ou ce que le secrétaire Rubio avait à dire. Mais il y a autre chose qui franchement semble vraiment tout compliqué. Alors qu'on essaie d'arriver à un accord, encore ce week-end et jusqu'à hier, il y avait toutes sortes de rapports sur les réseaux sociaux et des fuites via Axios, etc., disant que la plupart des points avaient été réglés. Beaucoup de choses ont été convenues, mais il restait encore quelques points à travailler. On s'en occupait, voilà. Et puis, hier soir, tout à coup, on reçoit cette note disant que les États-Unis auraient apparemment attaqué des vedettes rapides iraniennes, des installations de lancement de missiles et plusieurs autres cibles. Ce qui semble être une violation totale de l'accord de cessez-le-feu. Et là, on se demande, quel était le but de tout ça? Vous avez une idée de ce qu'on cherchait à faire avec cette frappe hier soir? Eh bien, la version officielle du CENTCOM, c'est qu'on a riposté en légitime défense. Autrement dit, ces petits bateaux, capables apparemment de poser des mines, nous auraient attaqués. Donc on se serait défendu et on aurait répliqué avec évidemment une puissance de feu bien plus importante que celle qu'on avait subie au départ. Je suis sûr que si toi et moi on est un peu perdus là-dessus, je parierais gros que les marins à bord en ce moment, juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz, sont tout aussi perdus. Parce que, franchement, je ne pense pas qu'ils sachent exactement ce qu'on leur demande de faire. Regardons maintenant la réaction iranienne. Ils ont déclaré, en gros, écoutez, les tensions vont monter parce qu'ils menacent de riposter aux frappes américaines. En fait, certains rapports publiés ce matin affirment qu'ils l'ont déjà fait. Je ne peux pas encore le vérifier de manière indépendante, mais cela vient du Hormuz Letter, qui affirme que l'Iran ou le corps des gardiens de la Révolution aurait abattu un autre drone MQ-9, tiré sur un F-35 et un drone RQ-4 en réponse, avant d'ajouter que d'autres actions suivraient. Ce qui est officiel, en revanche, vient d'une source diplomatique iranienne depuis leur ambassade en Inde. Ils ont déclaré « Écoutez, cette perpétration d'actions agressives menée en parallèle du processus diplomatique en cours sous médiation du Pakistan met une fois de plus en lumière la malhonnêteté et le manque de fiabilité de l'établissement dirigeant des États-Unis, des peuples de la région et de la communauté internationale. Cela montre aussi que l'approche de principe de la nation iranienne, sur 3 plans, le terrain, la sphère publique et la diplomatie, repose sur une profonde méfiance envers le régime américain. Et puis, tout en bas, on peut lire, sans le moindre doute, la République islamique ne laissera aucun acte d'agression sans réponse et n'hésitera pas une seconde à défendre sa souveraineté. Alors, une des choses que j'ai vues ce matin, c'est que le côté iranien a déclaré « Nous ne réagissons pas juste de manière impulsive, on réfléchit avant d'agir ». Mais d'après leur communiqué officiel, ils vont quand même faire quelque chose en représailles à ce qui s'est passé hier soir. Mais je veux qu'on se concentre sur ce point-là, Doug, parce qu'ils disent en gros, comment peut-on avoir un accord négocié, comme tu le disais à l'instant,
si on n'a absolument aucune confiance. Même si on déteste l'Iran, il faut quand même un minimum de confiance pour que, quels que soient les termes sur lesquels on s'entend, ils puissent croire qu'on va vraiment les respecter. Sinon, comment peut-on avoir le moindre accord, même si on le souhaite? Eh bien, je pense que les Iraniens sont arrivés à cette conclusion. D'abord, je crois qu'ils savent qu'au final, M. Netanyahou a un droit de veto sur absolument tout. Autrement dit, même si leurs intermédiaires, en discutant avec les Pakistanais, devaient accepter quelque chose que nous pourrions juger acceptable au départ, ils savent très bien que Netanyahou peut intervenir aussitôt et dire non, c'est inacceptable. Et on revient alors à la case départ. En ce moment, Netanyahou et son gouvernement n'ont vraiment aucun intérêt à coopérer avec nous pour construire un accord de paix utile dans le Golfe Persique. Aucun. Pour eux, leur intérêt, c'est de nous garder impliqués dans la destruction de l'Iran. Et tant que l'Iran ne sera pas détruit, cette guerre ne prendra pas fin. Je pense que les Iraniens l'ont bien compris. La deuxième partie de tout ça est un peu plus complexe. Si on regarde ce qui s'est passé hier soir et les réactions qu'on a obtenues des Iraniens ce matin, je pense que Donald Trump est pris dans ce qu'il considère comme des tactiques utiles, censées pousser l'Iran à faire ce qu'il veut. Je sais que ça peut paraître absurde, mais si on se replonge dans son livre « The Art of the Deal », on y trouve beaucoup de passages sur des tactiques qui vont de la flatterie à l'intimidation de l'adversaire de l'autre côté de la table. Et il faut toujours revenir aux règles de Roy Cohn, qui disent qu'il faut rester à l'attaque en permanence. Si on regarde l'ensemble, ce qu'il a écrit dans The Art of the Deal et ces fameuses règles de Roy Cohn pour la vie, ça commence à avoir du sens, du moins si on se met à la place de Donald Trump. Pour le reste d'entre nous, ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas une affaire immobilière. On parle ici de vie ou de mort pour potentiellement des centaines de millions de personnes à travers le monde. On est face à un risque de famine et à toute une série de développements vraiment catastrophiques pour l'économie mondiale. Donc, quoi qu'il pense faire, ça ne marche pas. En réalité, il aggrave encore la situation. Il rend tout accord beaucoup plus difficile à atteindre. Et si c'est bien ce qui se passe, alors il est complètement désarmé. Il n'a plus rien dans son carquois, pour ainsi dire. Il n'a plus rien de nouveau à tenter sur le plan militaire qui puisse changer la donne. Peut-être qu'il ne s'en rend pas encore compte, mais je crois que c'est là où on en est. Eh bien, il semble qu'il n'en soit peut-être pas conscient, mais il se dit quand même, bon, essayons la voie diplomatique. Voyons si, avec ces actions un peu folles, je peux les pousser à faire ce que le secrétaire d'État Rubio essaie d'obtenir. Et d'après ce qu'il a dit hier soir dans son avion, il y aurait déjà les grandes lignes d'un accord préliminaire sur la table. Écoutez, je pense que notre position est claire. Le président a eu, il y a quelques jours, un appel très important, je dirais même historique, avec plusieurs dirigeants de la région. Je crois qu'il y a un fort consensus sur ce à quoi un projet préliminaire devrait ressembler. Mais, comme toujours avec ce genre de dossier, il faudra quelques jours pour tout finaliser, y compris sur des désaccords portant sur un mot, une phrase. Il va falloir travailler là-dessus. S'il doit y avoir un accord, il faudra passer par là. Mais au fond, c'est simple. Soit on obtient un bon accord, soit il n'y en aura pas. Donc, enfin, oui, on a soit un projet d'accord, soit rien du tout. Mais s'il n'est pas bon, il n'y en aura pas. Parce qu'à mes oreilles, on dirait qu'il dit « Voilà les préférences du président Trump, soit vous acceptez tout ça, soit il n'y aura pas d'accord. » Et la question, c'est sinon quoi? Parce que le président Trump, sur Truth Social, je crois que c'était hier, a dit « Écoutez, je veux tout ce matériel nucléaire tout de suite. » Il n'a jamais précisé « sinon quoi », mais il semble penser qu'il peut simplement l'obtenir. Et ça, ce n'est même pas sur la table.
du côté iranien, comme on va le voir dans un instant. C'est plutôt quelque chose qui relèverait d'une deuxième phase. Et pourtant, Trump parle comme s'il voulait ça avant même la première phase. Comment ça pourrait marcher, Doug? Eh bien, Donald Trump est incohérent. Soyons francs. Il n'a pas de cadre cohérent auquel il se tient, et il a tendance à tout mélanger, différents éléments d'un accord, à des moments différents. Ce qui explique, tu sais, ton commentaire sur la poussière nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que Rubio paraît, disons, plus clair. En fin de compte, Rubio s'exprime mieux. Ce qu'il dit semble plus crédible, mais au final, le résultat est le même. Soit on obtient ce qu'on veut, soit il n'y aura pas d'accord. C'est en substance ce qu'il dit. Et pour lui, pas d'accord vaut mieux qu'un mauvais accord. Mais qu'est-ce qu'un mauvais accord? C'est tout ce qui laisse l'Iran intact. Et quels sont les principaux points de blocage? Évidemment, cette histoire d'uranium enrichi qui revient sans cesse au centre de la discussion. Et en plus de ça, le fait que l'Iran ne peut pas, vraiment pas, garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Eh bien, ce sont deux problèmes insolubles du point de vue de l'Iran. L'Iran considère ces deux questions comme étroitement liées à sa souveraineté nationale et à son indépendance. Donc, je pense qu'on peut dire avec une certaine certitude qu'il n'y aura pas d'accord. Oubliez ça. Et puis, il faut rappeler qu'on ne parle même pas directement aux Iraniens. On dirait que beaucoup de gens ne comprennent pas ça, vous voyez? Parce que Donald Trump donne l'impression qu'on est tout près d'un accord, qu'ils sont devenus beaucoup plus professionnels, comme si tout à coup nous étions devenus professionnels. Franchement, je ne peux rien imaginer de moins professionnel que les types qu'on a envoyés là-bas pour négocier. À ce stade, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à attendre que cette guerre éclate au grand jour. Et j'ai le sentiment qu'on s'en approche. Avec ce qui s'est passé hier soir, il semble presque certain qu'on va replonger dans une guerre ouverte. Et permettez-moi de souligner ce point du côté iranien. Ici, on montre toujours ce que disent les deux parties, puis on regarde ce qui se passe réellement sur le terrain. Là, on vient d'entendre Rubio dire qu'ils avaient les grandes lignes d'un accord. Eh bien, voici maintenant ce que dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bagheri. L'objectif des négociations, c'est de mettre fin à la guerre. À ce stade, nous ne discutons pas des détails liés à la question nucléaire. Les menaces, les pressions, les mises en scène ou la publication de caricatures font partie du jeu politique de ce côté-là du monde. De notre côté, nous avançons sur le terrain dans l'action. Nous voyons les réalités, quelles que soient les perceptions ou les images que l'autre camp veut donner. Il est vrai que nous avons déjà bouclé une grande partie des sujets en discussion, mais personne ne peut affirmer que cela signifie qu'un accord est sur le point d'être conclu. Et il a ajouté dans cette même interview à peu près exactement ce que vous venez de dire. Il a expliqué, « Écoutez, tout ce qu'on fait, c'est envoyer des intermédiaires d'un côté et de l'autre, en passant par le Pakistan. » Mais a-t-il précisé, « Tant qu'on n'est pas proche d'un véritable accord, on ne se rencontrera même pas en personne, parce que ça n'aurait aucun sens. Donc tant qu'on ne voit pas les deux délégations se rendre au Pakistan, on peut se dire, bon, là, peut-être que quelque chose devient possible. Mais jusque-là, l'Iran dit qu'on en est encore très loin, même si le président Trump affirme le contraire. Non, je pense que c'est vrai. Et vous savez, si on pouvait juste s'éloigner un peu de ce qui se dit dans les discussions, pour parler de ce que je considère comme des problèmes bien plus graves que le président et ses collègues à Washington ne semblent ni comprendre, ni affronter.
En avril, l'inflation aux États-Unis est passée de 3,2 à 3,8%. En ce moment, cette guerre entraîne des prévisions d'inflation pour le deuxième trimestre autour de 6%. Si c'est exact, et je pense que ça l'est probablement, ça veut dire que nos taux d'intérêt devraient être autour de 7%. Mais ce serait catastrophique pour nous. Alors, ils sont artificiellement maintenus à environ 3,75%. Donc, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire là? On est en train de voir tout l'édifice de notre architecture de sécurité, de notre stratégie diplomatique, s'effondrer peu à peu dans l'abîme. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Quand on a commencé cette guerre, on a retiré 13 millions de barils de pétrole du marché chaque jour. Si on relance la guerre contre l'Iran, c'est-à-dire si on y retourne et qu'on commence à frapper l'Iran depuis les airs et la mer, avec tous les missiles et les bombes qu'on peut rassembler, l'Iran dit qu'il ripostera et qu'il fera disparaître environ 25 millions de barils du marché mondial. Aujourd'hui, on a 374 millions de barils dans notre réserve stratégique de pétrole. 25 millions de barils sont stockés en Oklahoma, je crois, à Cushing. Le reste se trouve surtout au Texas et en Louisiane, le long des frontières. En ce moment, on sait que le président Trump a vendu 17,8 millions de barils la semaine dernière, issus de la réserve stratégique de pétrole, à un prix inférieur au taux du marché. Résultat, le prix du pétrole est tombé en dessous de 110 $ le baril. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué? Eh bien, ça lui a permis de manipuler le marché du pétrole de façon à protéger les consommateurs américains des véritables effets de la guerre en Iran. Mais à ce rythme-là, cette manipulation va vider notre réserve stratégique de pétrole en environ 60 jours. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'à la fin du mois de juillet, on se retrouvera face à une réserve quasiment vide. Passons maintenant à la Chine. La Chine est autosuffisante à 86% en pétrole, mais il lui manque encore 14%. Ce manque est comblé par plusieurs pays, dont l'Arabie Saoudite, surtout la Russie et quelques autres. Donc ça tape absolument pas dans une situation dangereuse. Ils ont fait des réserves de pétrole. Ils possèdent la plus grande réserve pétrolière au monde, environ 1,3 milliard de barils stockés en surface. Autrement dit, tout cela peut être extrait. Maintenant, revenons un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe, parce qu'on a tendance à voir la guerre en Ukraine et ce qui s'y déroule comme quelque chose de complètement séparé de la situation dans le Golfe Persique. Et en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. En 2022, au début de la guerre en Ukraine, 3 millions de barils par jour ont été retirés de l'économie mondiale. À ce moment-là, le prix du pétrole a grimpé, atteignant 120 $ le baril. Aujourd'hui, en ce moment même, le Royaume-Uni et nos alliés européens fournissent aux Ukrainiens des composants de drones et des données de ciblage pour qu'ils puissent frapper des raffineries et d'autres infrastructures pétrolières à l'intérieur de la Russie. Jusqu'ici, cette stratégie a réussi, puisqu'elle a réduit la production mondiale d'environ 1,3 million de barils par jour. À ce rythme, quelles seront les conséquences à long terme? Nous allons voir l'économie mondiale se contracter d'environ 36%. À titre de comparaison, la Grande Dépression avait réduit l'économie mondiale d'environ 20%. Mais les effets de cette crise avaient été atténués à l'époque, parce que les ratios dette sur PIB étaient bien plus faibles qu'ils ne le sont aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Que se passe-t-il si on perd, disons, environ 30% de la productivité mondiale? Eh bien, c'est tout simplement une dépression mondiale. Et nous en ferons partie. Alors quand j'entends certains parler à la légère en disant « on va aller bombarder ces gens jusqu'à les ramener à l'âge de pierre »,
on les bombardera jusqu'à ce qu'ils acceptent de faire ce qu'on veut, pendant qu'on regarde des prévisions d'inflation à 6% pour le deuxième trimestre. Franchement, je pense qu'on frôle la folie. C'est d'une irresponsabilité que j'ai du mal à concevoir. Je ne connais aucun président, aucun roi, aucun empereur, au cours des 3 derniers siècles, qui ait pris une décision aussi irresponsable que celle que nous avons adoptée vis-à-vis du Golfe et aussi vis-à-vis de la Russie dans la guerre en Ukraine. Eh bien, c'est dire quelque chose, et personne ne connaît mieux l'histoire que vous. Franchement, c'est la première fois depuis que je vous connais que vous n'arrivez pas à trouver un exemple historique pour dire « c'est un peu comme à telle époque ». Et ça, c'est vraiment inquiétant, parce que ça veut dire qu'on avance dans un territoire totalement inconnu et qu'on a en plus les pires personnes possibles aux commandes pour nous guider. Je ne dirais pas que ce sont les pires, mais ce ne sont clairement pas les bons. Et vous savez, j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent, ceux qui comprennent ce sujet, à aller voir des experts comme Luke Gromen, Gundlach, Ray Dalio ou Peter Schiff. Tous ces gens décrivent en fait ce que je viens de dire, mais de façon encore plus approfondie. Moi, j'essaye simplement de comprendre les marchés du pétrole et du gaz. Mais dès qu'on commence à parler de tout le reste qu'on néglige, l'acide sulfurique par exemple. Sans acide sulfurique, on ne peut rien raffiner. Ça met l'industrie du cuivre dans une situation catastrophique. On ne peut pas non plus raffiner l'uranium. Et la liste continue. C'est désastreux. Et ça, c'est juste une image, un instantané. C'est la partie émergée de l'iceberg, comme on dit. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, on est un peu comme à bord du Titanic. Un navire déjà à moitié sous l'eau. C'est notre économie et c'est le système financier. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Et franchement, à ce stade, on n'échappera pas à toutes les conséquences. Mais s'ils décidaient de tout arrêter maintenant et disaient simplement « c'est fini, on ne peut pas continuer parce que ça a des conséquences humanitaires pour le monde entier », alors, en tant que président des États-Unis, il serait obligé de suspendre les opérations militaires. Même dans ce cas, il faudrait encore des mois avant que la redistribution du pétrole ne reprenne. Et ensuite, il faudrait 2 ou 3 ans pour reconstruire une bonne partie des infrastructures détruites. Donc ce dont on parle vraiment, s'il relance la guerre comme avant, avec nos forces, c'est d'un Armageddon. Et l'idée que l'homme qui a le doigt sur le bouton de l'Armageddon ne soit pas vraiment Trump, mais Bibi Netanyahou, c'est encore plus inquiétant. Oui. Et l'un des premiers moyens de limiter certaines de ces catastrophes économiques dont vous parlez, qui sont déjà en cours, tant qu'on ne les freine pas et qu'on ne rouvre pas l'économie, c'est de rouvrir le détroit d'Ormuz pour qu'il retrouve à peu près le niveau d'activité qu'il avait avant cette guerre. Et ça veut dire que ces blocus réciproques qu'on a mis en place, le nôtre contre l'Iran et celui de l'Iran avec le reste des pays du Golfe, doivent être levés. Aujourd'hui, l'Iran est prêt à dire que le trafic peut reprendre normalement, à condition qu'on paie leurs frais. Mais Marco Rubio a été interrogé là-dessus hier soir. Marco Rubio was asked about that last night. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that the Russians are not in favor of a tolling system. Les Russes ne sont pas favorables à un système de péage. Les Chinois non plus. Je veux dire, aucun pays au monde n'est favorable à un système de péage, à part le régime iranien. Donc ce n'est pas acceptable. Ça ne peut pas arriver. Ces échanges doivent être ouverts, sans entrave, sans péage. Et évidemment, ça doit se faire tout de suite, dès que possible. Oui, évidemment, il faut que ça arrive. Mais on a essayé, Doug, pendant plus de 40 jours, de les forcer à rouvrir ce détroit et on a complètement échoué. Alors ensuite, on est passé à ce cessez-le-feu parce qu'on a compris que ça ne marcherait pas autrement.
Et Rubio peut répéter ça toute la journée si ça lui chante. Mais Doug, qu'est-ce qu'il va vraiment falloir pour que ces deux blocus soient levés? Quelle est la réalité? What's the reality? Eh bien, la réalité n'est pas exactement celle que décrit le secrétaire d'État Rubio. Il donne l'impression que, d'une manière ou d'une autre, presque miraculeusement, nos positions coïncident avec celles du reste du monde, ou que celles du reste du monde coïncident avec les nôtres sur la question du Golfe Persique, et plus précisément sur cette histoire de péage. En ce moment, si on regarde les sondages disponibles, mais il suffit d'écouter les dirigeants et leurs déclarations publiques. Le monde nous tient pour responsables de la fermeture du Golfe. C'est un point qu'il faut bien comprendre. Il ne reproche pas à l'Iran d'avoir fermé le Golfe. Tout le monde comprend qu'il est logique, d'un point de vue stratégique, que l'Iran ait agi comme il l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils y sont opposés? Bien sûr, mais ils nous en tiennent pour responsables, et ça c'est très important. En Inde, on est passé d'assez populaire à détester au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'Inde. Cette attitude se répand très vite à travers l'Asie, surtout au Japon, en Corée, en Chine, partout en Asie. C'est catastrophique pour nous. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Le plus ironique, c'est que je suis tombé sur une déclaration de Donald Trump qui avait fait cette remarque avant même d'être élu la première fois. Il disait que si nos présidents s'étaient simplement contentés d'aller à la plage, de profiter du soleil et de la mer, on se serait bien mieux porté au Moyen-Orient. Alors arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ça. En d'autres termes, son attitude, quand il est finalement devenu le candidat du Parti républicain en 2016, c'était bien, si on n'avait rien fait, si on était juste parti à la plage, profiter de la mer et du soleil, on serait bien mieux loti au Moyen-Orient aujourd'hui. Eh bien, tu sais, Donald, quelqu'un devrait lui relire ça, parce que c'est encore plus vrai maintenant que ça ne l'était à l'époque. Les dégâts qu'on s'est infligés à nous-mêmes et au monde à ce moment-là, je ne dirais pas qu'ils étaient mineurs, mais on pouvait encore s'en remettre. Ce qu'on s'est fait aujourd'hui dans le Golfe Persique, alors que rien ne nous y obligeait, ça dépasse toute évaluation. L'impact est mondial. C'est intéressant, parce que dans ce dernier extrait, le secrétaire Rubio a laissé une porte ouverte. Il a laissé entendre que si on n'obtient pas l'accord qu'on veut, eh bien, on pourrait y retourner. Et beaucoup de gens dans l'entourage du président Trump réclament justement ça. Évidemment, les habituels, Jack Keane, le général Kellogg, Mike Pompeo, Mark Levin, Lindsey Graham, ces gens-là le disent depuis longtemps. Mais depuis quelques jours, un nouveau nom s'est ajouté à la liste. Ton vieil ami, le général Petraeus, qui dit en gros, « Eh bien, vous savez quoi? Il faudra peut-être y retourner et finir le travail, mais cette fois à la dure. » D'autres problèmes fondamentaux que nous avons avec l'Iran concernent par exemple son stock nucléaire. Près de 450 kilos d'uranium enrichi à 60%, c'est-à-dire juste en dessous du niveau militaire, son droit d'enrichir à l'avenir, ou encore son soutien à des groupes armés dans la région qui sont franchement meurtriers. Le Hamas, le Hezbollah, les milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen, sans oublier les programmes de missiles et tout le reste. Et je pense qu'il y a très peu de chances que ces autres sujets soient vraiment réglés un jour. Mais il est clair qu'il faut parvenir à un accord pour rouvrir le détroit et rétablir la liberté de navigation. Il pourrait y avoir un arrangement où, peut-être, on ferait payer un petit droit, dont une partie irait à l'Iran, à Oman ou à d'autres, pour financer des aides à la navigation ou quelque chose de ce genre. Mais je pense que c'est ça aujourd'hui la priorité. Et je ne suis pas sûr que l'Iran soit prêt à accepter cette idée.
En ce moment, ils insistent pour avoir le contrôle du détroit et pour pouvoir y percevoir des péages. Franchement, je trouve ça inacceptable. Et il se peut qu'on doive retourner à la guerre pour leur montrer qu'on est vraiment sérieux à ce sujet. Come on. Allez, aide-moi à comprendre, ne serait-ce que la logique dans sa tête. Il n'a pas réussi à le faire quand c'était la guerre totale pendant, une quarantaine de jours. Et maintenant qu'on a refait le plein des mêmes munitions contre les mêmes cibles, on s'attend à un résultat différent. Qu'est-ce qu'il a en tête quand il dit qu'on devra peut-être retourner en guerre pour leur montrer qu'on est sérieux? Bon, prenons un instant pour réfléchir à ce que David Petraeus considère comme la guerre. Pour lui, à ce stade, la guerre se résume à des bombardements à haute altitude et à des frappes de missiles depuis la mer, depuis les airs. C'est tout. Il ne semble pas comprendre ce qu'il décrit vraiment. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan, c'est l'Iran. C'est un pays immense, c'est une véritable civilisation, c'est un véritable État-nation. Ce n'est pas un ensemble de tribus arabes rassemblées à la suite de l'accord Sykes-Picot. Ce n'est en rien artificiel, c'est réel. Il parle d'entrer en guerre. Et si vous allez faire la guerre à l'Iran, il faudra mobiliser les États-Unis. Ce n'est pas une affaire mineure. Les gens oublient que, en 1942, l'Allemagne comptait environ 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, on parle d'une population iranienne d'environ 93 millions. Et ils ont évidemment accès à des technologies extrêmement avancées dans de nombreux domaines, ainsi qu'à des réseaux de satellites en orbite. Et lui, il en parle avec désinvolture en disant « Eh bien, je suppose qu'il faudra faire la guerre pour faire passer notre message. » Je suis sûr que les gens qu'il paie chez KKR, tous des sionistes convaincus, membres du vaste réseau financier israélo-juif, le récompenseront pour ses déclarations. Mais c'est d'une irresponsabilité totale. Les États-Unis n'ont strictement aucun intérêt qui puisse justifier une telle action. Aucun. Et en même temps, il faut prendre un peu de recul et se rappeler qu'il existe cet État qu'on appelle la Corée du Nord, dont tout le monde dit qu'il est dirigé par un fou. Moi, j'ai jamais cru à ça. Je ne pense pas qu'il soit fou. Je pense même qu'il est plutôt lucide. Mais beaucoup de gens se disent « Oh, c'est juste un dangereux maniaque. Et il a l'arme nucléaire. » Qu'est-ce qu'on fait à ce sujet? Rien. Pourquoi on ne fait rien? Parce qu'il a l'arme nucléaire. Alors, à quoi participent David Petraeus et tous les autres qui s'inscrivent dans cette ligne néoconservatrice, mondialiste et pro-israélienne? Ils font partie d'un groupe de gens qui convainquent des milliards de personnes à travers le monde d'investir massivement dans l'arme nucléaire, pour être sûrs que nous et nos amis israéliens ne cherchions jamais à les interrompre, les déstabiliser ou les envahir. Et bien sûr, ça ne mènera nulle part. Ça n'ouvrira pas le détroit. Ça n'aidera pas à résoudre le problème ici. Au contraire, ça va l'aggraver. Et du côté iranien, ils ont dit clairement, si vous faites ça, nous, on fera tout un tas d'autres choses. Vous ne détruirez pas nos montagnes. Vous ne détruirez pas nos bases de missiles. Alors franchement, je ne comprends même pas, même en suivant la logique tordue des néoconservateurs et de tout ce courant-là, ils doivent bien voir, non? Et c'est plus une question qu'une affirmation. Ils doivent bien voir que physiquement, ça ne peut pas marcher. Donc leur objectif, quel qu'il soit, ne peut pas être atteint. Et s'ils essayent, ça va nous nuire, non? Je veux dire, ils voient bien quand même. Ma vraie question, c'est la suivante. Si Donald Trump, il y a 10 ans, pouvait dire au New York Times que si nos présidents s'étaient simplement contentés d'aller à la plage, de profiter de la mer et du soleil, on se serait mieux porté au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas chez Donald Trump? C'était pourtant une déclaration
parfaitement raisonnable et équilibré de sa part. Parce que la première règle en politique étrangère et en diplomatie, c'est de ne pas nuire. Autrement dit, si on peut éviter d'intervenir militairement quelque part, c'est dans notre intérêt de le faire. Nous n'avons aucune raison de suivre les recommandations de Petraeus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Donald Trump? Où est cet homme? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'imagine que c'est la fameuse question à $60,000 que je me pose presque tous les jours. Eh bien, je pense que seuls les historiens pourront vraiment nous donner la réponse à cette question. On ne l'aura pas tout de suite. Et il va falloir espérer que cette affaire ne nous explose pas au visage, pour toutes les raisons que vous venez de mentionner. Malheureusement, ce n'est pas le seul grand problème sur la table en ce moment. Et celui-là aussi pourrait potentiellement nous entraîner dans une guerre catastrophique. On va maintenant se tourner vers la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il s'y passe des choses récentes qui font aussi retentir quelques signaux d'alarme, des choses qui pourraient s'aggraver d'une manière qui nuirait à nos propres intérêts si on ne parvient pas à régler ce dossier et à le mettre de côté, disons-le comme ça. Il se trouve d'ailleurs que David Petraeus a aussi parlé de cette guerre, et il a donné un conseil plutôt avisé. Ça fait presque un an que je dis que je peux très bien imaginer une situation où si le soutien à l'Ukraine reste suffisant, et ces 90 milliards d'euros de la Commission européenne sont vraiment très utiles, ça devrait leur permettre de tenir encore 1 an et demi environ. Et si en plus, ils continuent d'augmenter la production de drones, de former des pilotes et des unités capables de les utiliser, et tout le reste, et qu'ils commencent à frapper plus profondément en Russie, en infligeant des pertes telles que ça équivaut à peu près à ce que la Russie recrute chaque mois. Eh bien, il faut savoir qu'ils ont déjà subi près d'1 400 000 morts et blessés. C'est plus que ce que nous avons subi pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et puis tout à coup, le mois dernier, les Ukrainiens ont repris plus de territoire que les Russes ne leur en avaient pris. L'an prochain, à un moment donné, je pense que Poutine va se regarder dans le miroir, surtout si la levée des sanctions sur les ventes de pétrole est annulée, que le prix du pétrole retombe et que son fonds de bien-être national se vide. Si tout ça se produit, je pense qu'on pourrait évrer summairement la Russie tête au wire d'un grâce mort. Alors, d'après notre ami Petraeus, là, ce vieux bonhomme, il est vraiment dans le pétrin. Bientôt, il va commencer à vaciller, les roues vont se détacher, et je sais pas, le camp ukrainien va finir par remonter jusqu'à Moscou. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, ces chiffres sur les pertes russes sont complètement fantaisistes, totalement inventés, pure fiction. Mais bon, il lit simplement une série d'éléments de langage préparés par la CIA, le MI6 et le Mossad. Rien de nouveau là-dedans. C'est du grand n'importe quoi. Et puis souvenez-vous, c'est le même homme qui nous disait, je crois que c'était en 2023, ou peut-être qu'il l'a répété en 2024, il a tellement souvent affirmé des choses qui se sont révélées catastrophiquement fausses. Mais il continuait à insister. Cette fois, les Ukrainiens ont enfin maîtrisé les opérations interarmes, et avec la nouvelle arrivée d'équipements et la formation de l'OTAN, je suis sûr qu'ils vont réussir à percer les défenses russes. C'était ce genre de ligne de défense économique et stratégique qu'on avait mise en place pour tenter de mettre fin à cette guerre. Mais ça n'avait aucun sens. En réalité, ça n'a fait que tuer des centaines de milliers d'Ukrainiens pour rien. Et les grands esprits qui dirigent les forces de l'OTAN, surtout, mais pas uniquement les Américains et dans une moindre mesure les Britanniques, ont simplement sacrifié toujours plus de vies
sur l'autel de la liberté ukrainienne. Du moins en apparence, car en réalité il s'agissait de l'expansion de l'OTAN. C'est difficile d'écouter tout ça et de le prendre au sérieux. Je pense qu'il est complètement passé à côté de quelque chose que toi, moi, et je crois de plus en plus les Russes aussi, avons compris. Les frappes à elles seules ne gagnent pas les guerres. À moins d'avoir des forces au sol capables de tirer parti des frappes, de progresser et de prendre le contrôle du terrain, aucune guerre ne peut se conclure avec succès. C'est impossible. Les Russes, on pourrait penser qu'ils l'ont compris depuis longtemps. Mais pour différentes raisons, le président Poutine a choisi de faire preuve de retenue. Il a voulu garder ses forces en réserve. D'abord, il ne veut pas gouverner toute l'Ukraine. Ceux qui disent qu'il est faible, que c'est pour ça qu'il ne prend pas l'Ukraine. C'est absurde. Il ne veut tout simplement pas gouverner l'Ukraine. Ce qu'il veut, c'est éviter que l'Ukraine devienne un bastion pour de futures attaques de l'OTAN contre son pays. C'est tout. Donc, si on pouvait faire de l'Ukraine un véritable État neutre, sur le modèle autrichien, je pense que les Russes seraient plus qu'heureux de signer et de rentrer chez eux. Mais le problème, c'est que nous refusons catégoriquement de le faire. Nous n'en voulons pas, parce que ce serait admettre une défaite absolue, totale et complète de l'Occident. Et en ce moment, ça veut dire nous et nos alliés de l'OTAN. Mais si on n'a pas de force capable d'aller sur le terrain, multiplier les frappes ne servira à rien. C'est ce que les Russes apprennent et qu'ils apprennent depuis de très nombreux mois. Et je pense qu'il faut maintenant regarder la carte et observer les concentrations de forces russes qui ne sont pas très évidentes pour beaucoup de gens en Occident aujourd'hui. Il y a plus de 100 000 soldats massés en Biélorussie, prêts à frapper vers le sud en direction de Kiev. Cela inclut entre 20 et 30 000 soldats nord-coréens. Il y en a un autre quart de million qui opèrent dans la partie nord de l'est de l'Ukraine et environ 250 à 300 000 dans le sud en direction de Zaporijia. Ils pourraient traverser cette rivière quand ils le veulent et ensuite descendre pour prendre Odessa. Si Odessa tombe aux mains des Russes, c'est fini. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Parce qu'à ce moment-là, l'Ukraine n'a plus aucun accès à la mer. Le reste, notamment Kiev, tombe de fait sous contrôle russe. Maintenant, certains disent « Oh, ils ne feront jamais ça ». Moi, je pense que c'est très très probable. À moins que, et c'est important, à moins que les gouvernements à Berlin, à Londres et à Paris ne changent. Et en ce moment, l'Allemagne semble pouvoir se retrouver avec une chancelière qui n'est pas une mondialiste, qui n'est pas une candidate néoconservatrice, quelqu'un qui est en fait une nationaliste allemande, attachée aux intérêts et au bien-être du peuple allemand. Et cette personne, c'est Alice Weidel. Elle pourrait, en théorie, devenir chancelière. On ne peut plus gouverner ce pays aujourd'hui sans l'AfD. Le parti a environ 30% de soutien et ça continue de monter dans l'électorat allemand. Si cela se produit, l'AfD a été très clair. Ils comptent recommencer à acheter de l'énergie bon marché à la Russie. Ils ont aussi dit clairement qu'ils expulseraient les forces armées américaines du sol allemand. Et ils auraient raison de le faire. Nous aurions dû quitter cet endroit il y a 30 ans. Nous avons eu cette discussion à de nombreuses reprises. Nous sommes restés trop longtemps partout dans le monde. Et on l'a fait à un moment où la technologie impose le retrait. Parce que si on déploie quoi que ce soit trop en avant, comme c'est le cas aujourd'hui, on risque de tout perdre dans les premières minutes d'une crise ou d'un conflit à cause des missiles de précision, qu'il s'agisse de missiles balistiques tactiques, de missiles balistiques de théâtre, de systèmes sans pilote de différents types, peu importe. On ne peut pas y survivre. Donc c'est logique que ça change. Et le nouveau chancelier allemand ne mettra certainement pas l'Allemagne sur un pied de guerre total pour financer la création d'une armée façon Seconde Guerre mondiale.
ce serait une perte d'argent pour les Allemands. En fin de compte, si ça se produit, je pense que la patience de Poutine sera récompensée. Si ça n'arrive pas, si c'est encore repoussé, alors je pense que la pression pour traverser le Dniepr, prendre Odessa, marcher sur Kiev et mettre fin à ce régime horrible deviendra absolument irrésistible. Et la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, ce serait de se laisser entraîner là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que le président Trump au moins exprime la volonté d'en sortir. Le problème, c'est qu'on continue à fournir les données essentielles venant de nos satellites, de nos services de renseignement et de nos plateformes, qui permettent aux Ukrainiens de faire ce qu'ils font contre les infrastructures russes, y compris, il faut le dire, des cibles civiles qui ont été touchées et ont causé des morts inutiles parmi les civils. Donc oui, c'est un vrai problème. On devrait couper court à tout ça. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ça aurait dû être fait dès que Trump a été investi. Il ne l'a pas fait. Et en même temps, ça veut dire que les Russes, qui autrement, je pense, nous aideraient et nous soutiendraient face à l'Iran, n'ont absolument aucune raison de le faire. Et d'ailleurs, on a maintenant ce général Davis à la retraite. C'est lui, le brillant architecte de notre retrait d'Afghanistan, celui qui a fait tant parler de lui, avec son ami Mackenzie. Et Davis dirige en ce moment une délégation de personnes à Taïwan, issues du complexe militaro-industriel et du Congrès, qui sont là-bas pour examiner quels nouveaux investissements américains pourraient être faits dans les capacités militaires taïwanaises. Une catastrophe, un désastre. Cet épisode et les suites immédiates de la visite humiliante de Trump à Pékin ont fini par le convaincre. Heureusement, c'est à mes yeux la seule chose positive qui soit sortie de ce voyage, que l'idée de faire la guerre pour défendre Taïwan est une folie. Et il l'a expliqué. Il a dit Taïwan est à 100 000 de la Chine. La Chine est à 100 000 de Taïwan. Et nous, on est à 6 ou 7 000 milles de là. On ne peut pas tenir. On ne peut pas soutenir ça. Ça n'a aucun avenir. Ça ne marchera pas. Et au milieu de tout ça, voilà cet homme qui aurait dû être écarté après ce qui s'est passé en Afghanistan et qui maintenant dirige cette délégation. Quelle catastrophe. Et tout ça contredit Trump. On revient exactement au point de départ. C'est toi qui as commencé avec ça. Alors, qu'est-ce que Trump dit vraiment? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui n'en a pas? Personne ne le sait vraiment parce que c'est complètement incohérent. Ça change tout le temps. Et ça rejoint ce que je disais sur la schizophrénie. Seul un schizophrène diagnostiqué pourrait comprendre ce que Donald Trump raconte d'un jour à l'autre. C'est un désastre pour une superpuissance. C'est un désastre pour n'importe quel État-nation. Mais pour nous en particulier, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, l'économie, notre économie, l'économie mondiale, c'est catastrophique. Tout ce bazar doit s'arrêter. Oui, il faut vraiment le faire avant qu'il ne soit trop tard. Mais vous parlez de schizophrénie. Et qui sait ce que ça provoque? C'est déjà grave si ça se passe dans le Golfe Persique, à cause des conséquences que ça peut avoir sur l'économie mondiale. Mais c'est encore un autre niveau de problème quand ça se passe en Russie, à cause du risque d'escalade à grande échelle, voire même nucléaire. Et vous parlez de quelqu'un d'incohérent. Eh bien, ceux qui sont cohérents, ce sont les Russes. Et leur patience semble toucher à sa fin, puisqu'ils ont maintenant adressé un avertissement à Rubio lui-même et dans toutes leurs déclarations publiques, disant que nous devrions tous, les 4, quitter Kiev parce que quelque chose de gros se prépare de façon systématique. Ce qui laisse entendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une frappe, mais de quelque chose de plus profond, qui pourrait arriver peut-être dès ce soir. On a dit aux gens de partir de là-bas. Alors d'abord, que pensez-vous de cette affirmation? Bien sûr,
Tout ça renvoie à l'accusation selon laquelle le camp ukrainien aurait frappé une école, tuant plusieurs enfants à Louhansk, dans la zone contrôlée par la Russie, dans cette oblast. Et la Russie dit, voilà, c'est fini. L'OTAN vous couvre, vous fournit un soutien aérien, ou vous laisse utiliser les couloirs aériens pour frapper en territoire russe. Maintenant que vous les aidez, ils touchent nos gens dans l'est de l'Ukraine, ou plutôt ce que nous appelons l'Ukraine. Et maintenant ils disent, c'est terminé, on va réagir. D'après vous, où en est-on? Et que pensez-vous que la Russie pourrait faire? Where do you think we are on that, and what do you think Russia may do? Eh bien, regardons la différence entre l'électorat américain et la population russe. Si le président Trump annonçait demain « Je décrète une mobilisation nationale, nous rétablissons la conscription, et tout cela, c'est pour remporter une victoire décisive contre l'Iran », ce qui, bien sûr, est le genre d'implication que Petraeus laissait entendre tout à l'heure, que se passerait-il aux États-Unis? Qu'en penses-tu, Dan? Franchement, je crois que les gens seraient furieux. Ils deviendraient complètement fous. Ils n'ont pas envie d'aller se battre dans une guerre contre quelqu'un d'autre. Bien sûr, ils diraient, mais enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est complètement fou. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qui se passe dans le Golfe Persique? On est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait là? Et surtout, qu'est-ce que vous faites pour régler mes problèmes? Mon problème, c'est d'acheter de l'essence, d'acheter à manger et tout le reste. Exactement. Mais en Russie, c'est différent. La population et le gouvernement sont beaucoup plus proches, beaucoup plus en phase que ce que les gens aux États-Unis ou en Occident imaginent. Les Russes en ont marre, ils en ont assez, ils veulent que ça se termine. Et si Vladimir Poutine disait « J'ai résisté, je m'y suis opposé, mais je ne vois plus d'alternative. Je mobilise la Russie pour faire la guerre, afin de mettre fin à la guerre avec l'Ukraine. » Eh bien, en Russie, ce serait accueilli favorablement. Les gens préfèrent en finir une bonne fois pour toutes, plutôt que de continuer à vivre avec ces absurdités. Du coup, la situation est complètement différente. On ne le comprend pas vraiment. Alors, quand Lavrov dit ce qu'il dit, ou quand Poutine parle, ou même Karaganov, et je ne cautionne pas ses propos sur les armes nucléaires, je ne pense pas que ce soit ce que les Russes veulent faire. Mais quand ils entendent ça, le Russe moyen se dit « Oui, pourquoi on supporte encore tout ça? Allons-y, finissons-en, marchons là-bas et détruisons ces gens. Ils sont mauvais, ils sont maléfiques. Il n'y a pas d'autre option. » Alors regardez ces deux images. Du côté américain, on ne va pas faire ce que Petraeus voudrait faire, tout comme on n'a jamais vraiment fait de surge en Afghanistan. Vous vous souvenez de ça? On parlait d'envoyer entre 80 et 100 000 soldats. Et puis quelqu'un a dit, bon, on est descendu à quoi? 38 000 ou 40 000. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Pendant des années, on a parlé du pivot vers la Chine. Et en privé, on expliquait toujours que ce pivot coûterait une fortune, parce qu'il faudrait dépenser des centaines de milliards de dollars pour construire de nouvelles bases, de nouvelles infrastructures partout en Asie, afin de soutenir des opérations contre les Chinois. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Asie avec cette soi-disant guerre contre la Chine? Pas grand-chose. Maintenant, parlons de la réalité. Notre économie est fragile. Le système financier est au bord de l'effondrement. L'inflation augmente, les taux d'intérêt montent. Le marché obligataire pourrait très bien s'écrouler. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand-chose. Alors soyons honnêtes et arrêtons de faire semblant. Les bluffs sont dangereux parce que les Russes, eux, ne bluffent pas. Et tu sais, ça m'inquiète, je dois le dire, Doug. Parce que, attends, je vais juste te montrer ça. Il y a de nouvelles informations. Moscou affirme que des mines ont été découvertes sur un pétrolier. Il arrivait de Belgique. 7 kilos d'explosifs chacun aurait été fixé sous la coque, sous l'eau. Et ça aurait pu, je ne sais pas si c'était une opération sous faux drapeau, je ne sais pas exactement ce que c'était,
mais ça aurait pu être quelque chose qui explose dans un port russe. Qu'est-ce que tu en penses? In a Russian port. What do you make of this? What I make of it is as follows. Voici comment je vois les choses. Le président Trump a complètement échoué à exercer le leadership que, comme président des États-Unis, il est censé apporter à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Tout ce qu'il a fait, c'est intimider, attaquer, maltraiter et offenser les gens, dans l'espoir de les pousser à dépenser davantage pour la défense nationale. Si certains appellent ça du leadership, très bien. Moi, je n'y vois pas la moindre preuve d'un vrai leadership. Et le leadership qu'il devrait montrer aujourd'hui, c'est de mettre fin à cette absurdité en Ukraine. C'était dès le départ la première chose à faire, parce que cette guerre en Ukraine a toujours été dangereuse. Il n'y a jamais eu la moindre garantie qu'elle ne s'enflammerait pas soudainement et ne s'étendrait pas. C'est ce que tout le monde craignait depuis le début. Et à juste titre, toute personne sait et pouvait le voir. Le fait que ça ne se soit pas encore produit ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est justement ça le problème. Et si vous êtes russe en ce moment et que vous regardez ce que les pays baltes ont fait pour faciliter et soutenir ces attaques à l'intérieur de la Russie, quand vous regardez la Pologne, ce que les Polonais ont fait, les Allemands, les Tchèques, les Scandinaves, les Britanniques, tous ces pays, d'une manière ou d'une autre, ont fourni des éléments, du renseignement, du matériel, de la technologie. Vous en tirez une conclusion, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce quelque chose, en général, c'est très mauvais. Et dans ce cas précis, ça pourrait être catastrophique. Le président Trump doit intervenir et dire « c'est fini ». C'est très simple. On n'envoie pas 5000 soldats de plus en Pologne quand les Allemands vous disent de partir. On n'envoie pas 5000 soldats de plus en Pologne quand on essaye de mettre fin à une guerre stupide, autodestructrice et dévastatrice en Ukraine. Il doit se réveiller, il doit devenir le leader qu'il veut être, qu'il dit être, mais qu'il n'est pas. Ça veut dire mettre fin à la guerre en Ukraine de la seule manière possible, en coupant complètement notre soutien. On sort de là. Ensuite, il faut encourager et même être prêt à accueillir toutes les conférences nécessaires pour qu'au moins les pays qui bordent la Russie et l'Ukraine puissent avoir leur mot à dire sur le résultat. À condition que cet État soit neutre, qu'il ne fasse pas partie de l'OTAN et qu'il ne représente aucune menace pour la Russie. C'est faisable. Il peut le faire. Il ne l'a jamais fait. Il a échoué. Et pour ce qui est du Golfe Persique, puisque nous n'allons pas envahir l'Iran pour qu'il devienne ce qu'Israël voudrait qu'il soit, il est temps d'avoir une vraie prise de conscience, pas de suivre Netanyahou et de mettre fin à la guerre. En effet, il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps. Je sais qu'on arrive à la fin du temps prévu. Vous avez quelques minutes de plus? Bien sûr. Oui, très rapidement, parce que je pense que c'est un point important sur la nature de la guerre du côté européen. C'est un peu différent. On a vu récemment beaucoup d'informations montrant que l'Ukraine continue de progresser dans ses capacités en matière de drones. En fait, elle compense le manque de troupes en déployant beaucoup plus de drones dans de nombreuses catégories différentes. Leur technologie a vraiment évolué et elle frappe désormais bien plus profondément à l'intérieur du territoire russe. Mais quand on regarde le point de vue russe, c'est le ministère russe de la Défense qui a publié ces chiffres et ils ne correspondent pas vraiment à ce que la plupart des gens imaginent. D'après eux, 55% des pertes ukrainiennes viendraient encore de l'artillerie et des roquettes, 32% de la puissance aérienne et seulement 8% des drones, qu'ils soient autonomes ou pilotés en première personne, et ainsi de suite. Ça m'a surpris parce que j'avais entendu, comme beaucoup d'autres, que c'était l'inverse, qu'en réalité, dans la guerre moderne, la part des drones était bien plus élevée.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Est-ce qu'ils sont crédibles, selon vous? What do you make of these numbers, or are they even accurate? No, I think they're pretty accurate. And Non, je pense qu'elles sont plutôt justes. Et tu sais, on a tendance à rejeter tout ce que disent les Russes d'emblée, mais je crois que c'est une grave erreur. On ferait bien de regarder ces pourcentages de plus près. L'artillerie, comme tu le sais, a toujours été la grande tueuse sur le champ de bataille. En 1945, quand on a tenu la conférence d'après-guerre de l'armée à Bad Tölz, en Bavière, George Patton est entré dans la salle. Tout le monde était déjà assis. Presque tous les généraux étaient là. Il en restait encore 2 ou 3 qui arrivaient. La séance a commencé et Patton s'est levé et a dit « Eh bien, messieurs, on sait tous qui a gagné cette guerre, l'artillerie. Maintenant, prends un instant pour y réfléchir. L'artillerie. » stop and think about that for a minute. The artillery. I must have interviewed 1,000 German. J'ai dû interviewer au moins 1 millier d'anciens combattants allemands au fil du temps. Et quand ils parlaient de l'armée des États-Unis, ils avaient beaucoup de choses à dire, pas toujours très flatteuses. Mais il y a une chose qu'ils répétaient tous. L'artillerie américaine était dévastatrice, précise et réactive. C'est aussi vrai aujourd'hui pour les Russes. Et en plus de ça, nous avons maintenant ce qu'on appelle la puissance aérienne. Cette puissance aérienne a eu un impact énorme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle n'a pas été aussi décisive que l'artillerie, parce qu'elle n'était pas aussi précise. Aujourd'hui, ça a changé. On peut bombarder et utiliser la puissance des missiles avec une précision et une exactitude extraordinaires. Alors quand on regarde ces 2 premiers pourcentages, ça a parfaitement du sens. Alors pourquoi tout le monde parle des FPV, des systèmes sans pilote et des munitions rôdeuses? Eh bien, il y a plusieurs agendas derrière tout ça. Et je pense que les gens voient toujours ce qu'ils veulent voir, plutôt que ce qui est réellement là. Au dernier trimestre, les Russes ont déclaré la perte de 35 chars. Ça ne veut pas dire que ces chars ont été complètement détruits. Ça veut dire qu'ils ont été mis hors service. 35. Les Russes en ont actuellement plus de 1000 sur le terrain, en Ukraine et en Biélorussie. Alors qu'est-ce qu'on dit? Que ces systèmes sans pilote, ces munitions rôdeuses sont maintenant l'arme décisive de la guerre? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils sont utiles? Absolument. Mais il existe des contre-mesures, sous forme de guerre électronique, ou encore en capturant les signatures radar et en attaquant avec plusieurs types d'armes, utilisant différentes munitions, qui sont vraiment très efficaces. Même quelque chose d'aussi simple qu'un fusil de chasse peut être efficace contre ces drones FPV. Certains de ces FPV utilisent aussi des fils en fibre optique pour les guider. Ça veut dire qu'une personne les dirige jusqu'à la cible. Le problème, c'est qu'il n'est pas très difficile de comprendre quand on voit arriver un drone avec un fil de fibre optique derrière lui, d'où il vient, et devinez ce qu'on utilise pour détruire le site de lancement, l'artillerie. Autrement dit, quand on découvre où se trouve l'opérateur du drone, quand on sait d'où les drones ont été lancés, on frappe avec l'artillerie. Et cette artillerie est d'une précision incroyable. Donc, ces chiffres ne sont pas vraiment surprenants. Le dernier point, c'est qu'il y a en ce moment une tendance très malsaine et dangereuse, je dirais, au sein des forces armées américaines. Cette tendance, c'est qu'on veut revenir en arrière. On veut retourner, avec Dave Petraeus à 1942, à la guerre interarmes. On veut revenir avec les généraux à des masses et des masses d'infanterie légère. Vous savez, une fois, j'ai parlé avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il nous regardait pendant l'exercice Reforger et il m'a dit « Ce n'est pas une vraie guerre ». Je lui ai demandé « Pourquoi pas ?» Il m'a répondu « Je vois tous ces chars, toute cette artillerie, mais où sont les milliers d'infanteristes qui marchent le long des routes ?» Eh bien, c'était une hypothèse raisonnable de sa part, compte tenu de son expérience. Mais le problème aujourd'hui,
c'est que le fantassin, l'infanterie individuelle, est plus vulnérable que jamais. Il est plus facilement tué, plus facilement mutilé qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire. Et l'une des raisons pour lesquelles les Russes ont subi si peu de pertes, c'est d'abord qu'ils s'enterrent dès qu'ils le peuvent, pour une raison ou une autre. Et ils le font très efficacement. Mais surtout, ils se déplacent dans des véhicules blindés. Et ces véhicules sont désormais protégés. Ils le sont soit par différents systèmes de contre-mesures intégrés au véhicule lui-même, soit, et c'est encore plus important, parce qu'ils opèrent à l'intérieur d'un réseau intégré de défense aérienne et antimissiles. Donc, les forces terrestres, elles, bénéficient bel et bien d'une protection. C'est quelque chose qu'on ignore complètement, et on se met à imaginer des images de Superman avec un jetpack et une arme laser qui vole au-dessus du champ de bataille et gagne la guerre tout seul. Vous savez, ce genre de folie, c'était déjà à la mode dans les années 30. On avait des fusées, des pistolets laser et tout ce qui va avec. Et puis, à différentes époques, certains physiciens ont annoncé qu'on était sur le point d'avoir ces fameux pistolets à rayons. La semaine prochaine, l'année prochaine, le mois prochain. Mais ça n'est jamais arrivé. Et beaucoup de ces choses-là ne verront pas le jour avant très longtemps, si jamais elles arrivent un jour. Et encore une fois, tout le monde oublie la contre-mesure. À chaque mesure, il y a une contre-mesure. Il n'existe pas aujourd'hui d'arme miracle. Et enfin, et ça va en surprendre plus d'un, on parle souvent de l'utilisation de la bombe atomique contre les Japonais. On dit que c'est ça qui a mis fin à la guerre. Mais il y a beaucoup de débats là-dessus, parce qu'en réalité, l'offensive soviétique en Mandchourie, en août 1945, c'est ça qui a vraiment terrifié les Japonais. Ils avaient peur que les Russes, les Soviétiques, traversent et que ce soit la fin du Japon tel qu'ils le connaissaient. Mais malgré tout, nous, on est quand même entrés au sol au Japon. Autrement dit, on n'a pas juste largué une bombe, déclaré la victoire et tourné les talons. Les Russes ne peuvent pas faire ça. Nous non plus. Il faut qu'on l'accepte. Et si on n'est pas prêt à engager des troupes au sol, alors pourquoi diable on le fait? Oui, et je pense que, qu'on parle de la guerre avec l'Iran ou de celle contre la Russie en Ukraine, on veut juste que ce soit simple. On veut que nos préférences deviennent réalité, même quand ce n'est pas possible. Et c'est justement ce genre d'attitude, à mon avis, qui risque de nous mener à une défaite totale, voire à notre disparition comme superpuissance, si on continue sur ces chemins sombres. Écoute, Doug, on te remercie vraiment d'être venu aujourd'hui et d'avoir mis tout ça en lumière, parce qu'on n'a pas souvent accès à ce type d'informations ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles je rappelle toujours que vous êtes un vétéran de combat hautement décoré, parce que vous avez été en première ligne et vous savez de quoi vous parlez. Vous l'avez vécu. Et depuis vos livres, depuis tout ce que vous avez écrit, dès 1997, vous aviez déjà anticipé l'avenir de la guerre. Donc c'est quelque chose qu'on doit tous prendre très au sérieux. Et on vous remercie aujourd'hui de l'avoir mis en lumière. Merci. Merci, Dan. Et on vous apprécie aussi, vous tous. Et juste pour que vous sachiez, oh Seigneur, j'avais raté ça. Oui, ça, c'est de la diplomatie de canonnière. C'est quelque chose, ça. D'où ça vient, Gary? Je viens juste de regarder là-dessous. Ah, c'est le Substack de Doug. D'accord, parfait. Génial. Oui, je pense que les gens prendraient plaisir à le lire. Ça s'appelle « Épitaphe pour la diplomatie de canonnière de Donald Trump ». Et je crois que c'est là où on en est, malheureusement. Mais bon, d'un autre côté, parfois, il faut échouer pour comprendre ce qui est juste, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et peut-être que ça servira de correctif à certains de nos autres problèmes. Qui sait?
On peut juste espérer que le prix à payer pour apprendre ces leçons ne soit pas trop élevé. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Et puis, pour vous prévenir, on a aussi d'autres invités très intéressants aujourd'hui. D'abord, on recevra le professeur Marandi, qui va nous donner une analyse sans détour. Voilà ce que dit le camp iranien. Oubliez la manière dont c'est présenté dans une grande partie des médias occidentaux. On va entendre directement la version de la source, en direct de Téhéran, cet après-midi à 13h, avec le professeur Marandi, pour savoir où ils en sont. Et puis, à 14h, on recevra Scott Ritter. Il va entrer un peu plus dans le détail sur ce qui se passe en Russie et sur ce qui pourrait arriver ensuite. Est-ce que la guerre va s'étendre? Il en parlera avec nous tout à l'heure, à 2h précises. Merci beaucoup à tous et on se retrouve dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors montrez-nous un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. And send this to somebody you care about.